Ce n'est pas une science dure. Et donc très souvent, il arrive que l'on se gausse plus ou moins gentiment des économistes, parce que vous avez deux économistes, vous avez deux avis différents, en tout cas le plus souvent. Et même, je crois que c'est Churchill qui a dit ça un jour de John Maynard Keynes, un des économistes les plus célèbres, britanniques de la première moitié du 19e siècle. Quand j'ai M. Keynes devant moi, j'ai deux opinions devant moi. Il est bien connu que la plupart des économistes raisonnent et écrivent en disant toujours « on the one hand » d'un côté, « on the other hand » d'un autre point de vue. Maintenant, les économistes ne doivent pas avoir une prétention excessive, mais ils ne doivent pas non plus être excessivement gênés. Il m'arrive très souvent de constater que face à une maladie, qu'il s'agisse d'une grippe ou qu'il s'agisse d'un cancer, très souvent plusieurs médecins ont plusieurs avis quant au diagnostic ou quant à la thérapeutique à recommander. Et même si je prends des sciences considérées parmi les plus solides, les plus sérieuses, la physique, la chimie, je constate que lorsqu'on les interroge sur les avantages et les inconvénients de l'énergie nucléaire, par exemple, des savants incontestés, plus respectés que les économistes, développent des points de vue différents. Cela étant, il y a un certain nombre de choses qui sont solides en économie et sur lesquelles les économistes sont d'accord, sur lesquelles leur message devrait être concentré. Et puis par ailleurs, il y a différentes écoles et il y a probablement aussi différents cycles dans la pensée économique. Quand j'étais économiste, la plupart des professeurs vivaient encore dans le souvenir de la Grande Dépression des années 1930, qui avait montré toutes les limites d'une économie de marché. Et donc même des économistes libéraux, comme le fameux économiste britannique John Maynard Keynes, défendaient, justifiaient le développement d'un certain nombre d'interventions publiques, plus de présence des pouvoirs publics dans l'économie. Maintenant, les années qui ont suivi ont montré les limites à leur tour de ces interventions publiques. Les hypothèses, c'était que les pouvoirs publics et donc les responsables politiques étaient toujours bien intentionnés et toujours bien informés, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Les responsables politiques, même les meilleurs d'entre eux, pensent certes à maximiser le bien-être de la population, mais également périodiquement à leur réélection. D'autre part, les pouvoirs publics ne sont pas nécessairement toujours bien informés, mieux informés que les marchés. D'où, dans les années 80, il y a eu une espèce de révolution ou de contre-révolution néolibérale ou ultralibérale qui a insisté sur les faiblesses, les déficiences des interventions publiques et qui a ranimé une foi de plus en plus importante et à la fin de compte à nouveau presque aveugle dans les mécanismes de marché, dans l'autosuffisance de ces mécanismes de marché. La crise récente indique, mais cela a toujours été ma conviction, que à la fois les marchés et les pouvoirs publics sont imparfaits. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, nous avons besoin d'une combinaison des deux. Il nous faut à la fois des marchés qui fonctionnent et des pouvoirs publics qui régulent. Et je crois que la préoccupation des économistes ne doit pas être d'opter pour l'un, le marché, ou pour l'autre, l'État, mais de contribuer à améliorer l'efficience, l'efficacité de l'un et de l'autre, le marché et l'État.